Bon, on va commencer. Bonjour, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on présente la huitième session d'infusion avec qui on présente la thématique d'aujourd'hui, c'est la propriété intellectuelle. Et bien sûr, on le fait avec nos grands partenaires Norton Rose Fulbright. Puis deux présentateurs qui ont déjà fait une présentation chez nous dans le passé, Bianca et Nikita. Donc, ils ont été bien sollicités pour qu'on les ressollicite une deuxième fois pour faire une autre présentation un peu plus approfondie sur le sujet du IP. Cette session-là fait partie d'une série de webinaires qui couvrent plusieurs thématiques tactiques et stratégiques de point de vue business. Donc, sans trop s'attarder, je vais laisser Bianca et Nikita prendre la parole, mais je voudrais rappeler tout le monde que toute question est bonne question. Donc, n'hésitez pas à la taper sur le chat. Dès que vous en avez une, n'hésitez surtout pas, puis on va vous donner la parole pour que vous puissiez adresser votre question directement à Nikita et Bianca. Donc, sans trop s'attarder, Nikita, bonjour. Bianca, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, merci. Bon, je vais vous laisser vous présenter puis entamer votre présentation. Parfait. Ben, en fait, pour moi, ça va être rapide. Si c'est bien Guillaume, Hugues et Émilie qui sont sur l'appel, on se connaît bien. Là, on a déjà eu la chance d'échanger. S'il y en a d'autres que je ne vois pas, je m'appelle Nikita Stepin, je suis avocat dans le groupe de propriété intellectuelle chez Norton Rose Fulbright et je traite d'enjeux commerciaux reliés à la propriété intellectuelle ainsi que des questions de litige. Donc, c'est deux questions qui vont souvent bien de pair. Le côté commercial, c'est on essaie de prévenir des problèmes et le côté litige, on les règle. Donc, je trouve que c'est deux champs de pratique complémentaires. Bianca? Bonjour, mon nom est Bianca Pietracupa. Je travaille avec Nikita également dans le département de propriété intellectuelle chez Norton Rose et je traite également des questions de propriété intellectuelle dans le contexte de litige et dans un contexte commercial. Également, je suis agent de marque de commerce, donc je fais aussi le côté d'agence pour les marques de commerce. Et en fait, je vais prendre l'occasion pour partager mon écran. Parfait. Est-ce que vous voyez tous? Ça va? Oui, c'est parfait. Excellent. Ben, je vais commencer alors. Tu peux garder à cette diapo, Bianca, pour l'instant, parce que je voulais juste dire deux mots. Là. Je pensais à ça hier, puis je me disais, le titre de notre présentation aujourd'hui, l'API, ça se réfléchit. Je trouve que c'est particulièrement adéquat dans les circonstances actuelles où est-ce qu'il y a un ralentissement économique qui, espérons-le, est temporaire. Et selon nous, une bonne occasion pour réfléchir à sa stratégie de propriété intellectuelle, ses mesures en place pour faciliter la création, l'innovation et penser à des étapes à mettre en place pour progressivement stimuler cette création et cette innovation dans l'avenir. Donc, vous verrez que tout au long de notre présentation aujourd'hui, on va vous présenter des éléments stratégiques surtout pour essayer de comprendre les enjeux fondamentaux qui sont au cœur de toute stratégie de pays et vous inviter à réfléchir à cette stratégie pour l'intégrer à votre modèle d'affaires. Et donc, pour ceux qui ont déjà assisté ou qui ont travaillé avec nous, comme certains d'entre vous, mais qui ont aussi même assisté à nos présentations antérieures à Bianca et moi pour Zoo, parce qu'on était plus en train de parler de propriété intellectuelle 101, là, donc de parler des éléments de la législation essentiellement au Canada sur l'API, donc les éléments techniques, comment l'obtenir, l'enregistrer. Aujourd'hui, on va vraiment plus faire un deep dive dans ces enjeux commerciaux et stratégiques. Donc, prochaine diapo. Donc, même si ce que je viens de dire, c'est effectivement vrai, qu'on ne va pas s'attarder au fondement même de l'API, je trouve que ça vaut la peine de dire deux mots sur la propriété intellectuelle, qu'est-ce que c'est, parce que des fois, c'est un peu mal compris ou on lui donne des propriétés que ce secteur d'activité n'a pas réellement. Donc, ça, c'est une définition qu'on utilise souvent, puis j'ai vraiment mis l'emphase sur les mots-clés. Donc, on dit que l'API se définit comme la protection légale du produit intangible issu de l'activité inventive et créatrice de l'esprit humain, permettant à son titulaire de se protéger à l'encontre de l'appropriation non autorisée par un tiers et de lui permettre d'en tirer un profit légitime.
Donc, on parle vraiment de protection légale, donc une protection juridique garantie par des lois, de l'intangible, donc des idées et de l'expression de ces idées, qui proviennent de l'activité de l'esprit humain. Donc, il faut un élément de création. Et la protection, on dit souvent que l'API, en général, c'est un droit d'exclure, ce n'est pas un droit d'autoriser. Donc, on protège contre l'appropriation, ou en anglais le misappropriation essentiellement. Donc, c'est vraiment, on permet d'empêcher un tiers ou de seulement lui permettre, selon des modalités fixées par contrat, d'exploiter l'API et d'en tirer, comme on dit ici, un profit légitime. Et donc, les principaux enjeux de pays qui sont au cœur du type de travail que nous effectuons souvent pour nos clients dans ce domaine sont évidemment des variables à prendre en compte lors de la conclusion de plusieurs types d'accords commerciaux que vous pouvez faire ou de l'examen des types d'étapes par rapport à chaque actif de pays que vous allez faire au cours de la vie de votre entreprise. Et donc, les principaux actifs, là, Bianca va quand même vous les présenter dans la prochaine diapositive. Mais vous les connaissez en fait, là, je ne veux pas lui voler son punch, ce n'est pas un punch, mais c'est les brevets, c'est le droit d'auteur, les marques de commerce. Mais je voulais juste dire un mot, puisque comme on va parler aujourd'hui de l'aspect commercial, stratégique, c'est important aussi de garder en tête que l'API, c'est beaucoup plus que les actifs traditionnels là, que les gens considèrent comme étant ayant une valeur. Très souvent, on conclut des contrats qui ont comme pour seul le cœur du contrat, là, comme seul actif intangible, du savoir-faire, des secrets commerciaux, donc des expressions vraiment, ce qu'on appelle en anglais le soft IP, là, donc des expressions très, très, très vagues de la propriété intellectuelle et qui sont eux aussi, qui ont une valeur commerciale. Et je pense que Nour, s'il y a une question? Non, ce n'est pas une question. C'est juste qu'on a eu un problème technique ce matin. Donc, les personnes qui étaient censées la présentation. Désolée, Nikita et Bianca, pour cette erreur-là. Non, ça va. Donc, dans le fond, c'est ça. Je disais qu'aujourd'hui, on va parler de la propriété intellectuelle dans son sens le plus large. Donc, non seulement les actifs principaux, mais aussi les actifs de soft IP, parce que c'est souvent là où les entreprises peuvent aller chercher de la valeur et peuvent réaliser, en y pensant proprement, qu'ils ont de la valeur sans même avoir un portefeuille traditionnel de droits enregistrés de pays. Donc, Bianca, à toi. Parfait, merci. Donc, j'aimerais regarder plus brièvement les types de propriété intellectuelle. Comme vous savez peut-être déjà, ou peut-être pas, on a des marques de commerce, droits d'auteur, des dessins industriels, des brevets, secrets commerciaux et peut-être vous ne le savez pas, mais il y a aussi des topographies de circuits intégrés et assez intéressant. La loi sur la protection des obtentions végétales, qui est assez rare, mais ça existe. Donc, des produits d'habitude sont couverts par plusieurs formes de propriété intellectuelle. Si on imagine un téléphone iPhone, sur l'iPhone, nous avons la marque de commerce, la petite pomme. Nous avons sûrement du droit d'auteur sur le code logiciel, le dessin industriel sur la forme, le motif, l'ornementation, le brevet sûrement sur des aspects inventifs d'un téléphone, le touchscreen, tout le mécanisme dedans. Il y a sûrement des secrets commerciaux sur la fabrication, le know-how. Donc, il faut toujours penser que la meilleure forme de protection fournie pour votre produit, c'est plusieurs couches de propriété intellectuelle. Je vais regarder maintenant les actifs de propriété intellectuelle. Quand on parle de la propriété intellectuelle, il faut passer à 3 étapes pour créer, maintenir et tenir à jour nos actifs. Donc, quand on parle de la création, qu'est-ce que ça veut dire? Les marques de commerce, par exemple, ne tombent pas du ciel. Il faut faire des recherches sur le marché. Il faut travailler avec un expert en propriété intellectuelle pour voir si une marque est disponible et si on est capable d'obtenir un enregistrement. Et sinon, peut-être on a d'autres stratégies qu'on aimerait implémenter, mettons comme l'emploi dans un district distinct et pas sur tout le plan du Canada. Donc, il y a tous ces aspects à penser. Et les professionnels comme nous
peuvent travailler avec vous pour créer la propriété intellectuelle. Ça va aussi pour les inventions, pour l'obtention des brevets, etc. Une fois qu'on a une idée de ce qu'on veut comme propriété intellectuelle, on passe maintenant à la gestion. Qu'est-ce que ça veut dire la gestion? Donc, on peut vous aider à obtenir l'enregistrement. C'est pas nécessaire d'obtenir l'enregistrement pour quelques formes de propriété intellectuelle, par exemple des marques de commerce, des droits d'auteur, mais il y a d'autres formes que c'est nécessaire, comme les brevets. Nous sommes là pour vous aider à déterminer si l'enregistrement est une voie appropriée pour vous. Et sinon, peut-être il y a d'autres formes de protection. On est aussi là pour vous aider au sein de la gestion de l'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Certaines entreprises peuvent être créées ou montées d'une façon précise pour favoriser la protection de la propriété intellectuelle, et nous irons parler de ça un petit peu plus tard. Mais c'était juste des choses à penser. On suggère toujours pour la gestion de travailler avec un professionnel en propriété intellectuelle, un avocat ou un agent de brevet, un agent de marque de commerce, pour que vous puissiez avoir le meilleur service et les meilleurs conseils pour aider à la gestion de la propriété intellectuelle. Une fois que votre stratégie, votre système de gestion est mis en place, c'est un travail pour continuer à tenir tous ces actifs à jour et les enregistrements valides. Juste par exemple, les enregistrements de marque de commerce expirent après un certain moment, donc il faut refaire l'enregistrement. Souvent aussi dans le domaine des marques de commerce, nous voyons des mises à jour des marques de commerce. Donc après quelques années, on change un petit peu notre stratégie de marketing, on ajuste un petit peu nos marques. Il faut faire attention qu'on mette à jour l'enregistrement ou dépose un nouvel enregistrement pour nous assurer que nous employons toujours notre marque et nous conservons nos droits. Et ça va pour toutes les formes de propriété intellectuelle. C'est important de toujours réviser et améliorer votre stratégie de propriété intellectuelle pour que ça soit à jour. Merci, Bianca. Je vais parler un peu aussi de la pratique ou introduire, là, si on veut, la pratique entourant l'exploitation commerciale de l'API. Donc, je voulais commencer par situer où se trouve le secteur d'exploitation de l'API commerciale dans ce que j'ai appelé comme étant le cycle de vie de la propriété intellectuelle. Donc, comme Bianca l'a expliqué, là, je ne passerai pas de temps là-dessus, mais la première étape est vraiment le développement, la création et l'enregistrement des droits de pays. Et donc, pour les droits qui naissent sans aucune formalité, comme on l'a mentionné, comme le soft IP, le savoir-faire, même le droit d'auteur, donc qui naissent de la création même de l'œuvre, aucun enregistrement ou formalité d'usage est requise. Par contre, pour ce qui est, comme on a vu, des brevets, des marques, des dessins industriels, donc tous ceux-là, tous ces actifs-là ont besoin d'être enregistrés pour produire des effets juridiques. Et donc, c'est à ce stade-ci qu'il faut, comme Bianca disait, que vous contactiez des agents de brevets, des agents de marque, des conseillers stratégiques en pays qui vont vous aider à adopter la forme de protection la plus appropriée, mais aussi de vous guider à travers le processus d'enregistrement qui n'est pas un processus parfois simple. On l'espère, des fois, ça passe vite, mais il y a quand même des exigences d'enregistrement dont vous êtes peut-être au courant, mais il y a tout un processus, ce que les gens ne voient pas des fois, là, derrière le voile, il y a tout un processus de va-et-vient avec le bureau des brevets, avec le bureau des marques qui peuvent s'objecter, par exemple, à la portée d'un enregistrement qui doit être réduit. Et donc, c'est toujours très, très important de travailler avec des professionnels qui peuvent vous aider à éliminer le plus de valeur et argumenter de manière adéquate avec le bureau d'enregistrement approprié. Et donc, une fois que vous avez l'étape 1, que vous avez vos droits enregistrés et que vous avez une masse et un bouclier, là, essentiellement, pour aller à la guerre, vient alors l'étape proactive de surveillance du marché pour déterminer les concurrents potentiels et maintenant éventuellement des potentiels contrefacteurs de vos droits. Et si vous le voulez, et si une analyse aussi est faite, et donc cette analyse est souvent faite avec des avocats spécialisés en litige, comme Bianca et moi, pour déterminer s'il y a lieu d'entamer des poursuites. Parfois, ça peut simplement être l'envoi d'une mise en demeure, de débuter des discussions, de faire peur un peu. C'est un peu ça le but des fois. Il y a très, très peu
d'allégations de violations qui se rendent à des procédures en cours formelles, parce que généralement, quand on avise un contrevenant potentiel d'une infraction, d'une violation, si cette même personne se retourne et parle à un avocat de bonne foi bien avisé peut très bien prédire quel serait un résultat potentiel, là, surtout dans des cas de violation absolument flagrantes. Et donc, le fait d'avoir un droit enregistré de pays vous donne déjà la crédibilité, si on veut, d'entamer des discussions commerciales. Oui, des fois, ça se fait un peu sous la contrainte, mais c'est un peu la réalité commerciale. Mais donc, ça, c'est l'étape 2, là, puis ce n'est pas nécessairement des étapes qui sont disjonctives, là, donc vous pouvez faire l'étape 2 une fois que vous avez un, mais vous pouvez aussi directement sauter à l'étape 3, qui est la gestion, la valorisation des droits de pays. Donc ça, c'est une fois que vous avez développé, créé et potentiellement enregistré votre pays, une fois que vous connaissez le landscape, le marché, qu'est-ce que vous faites pour aller essayer de trouver de la valeur dans ce pays-là? Et donc ça, c'est l'idée étant de créer des partenariats, des ententes, de signer des contrats pour vous bâtir un portefeuille, pour, vous allez voir, là, on va vous donner des exemples, mais il y a plusieurs types de contrats assez courants qui permettent d'aller exploiter une valeur marchande de votre pays. La plus connue étant, par exemple, la licence, où vous donnez un droit d'usage en échange d'une contrepartie. Et donc là, réellement, on commence à voir un chiffre apparaître sur votre pays. Et ce qui est intéressant dans ce genre de négociation-là, c'est que c'est la valeur de la pays qui parle. Donc, très souvent, nous, on représente des toutes petites startups qui négocient avec Microsoft, avec Amazon ou l'inverse. Donc, c'est vraiment, il y a des grosses asymétries sur le marché, mais c'est la valeur de la pays qui importe et non pas la valeur des joueurs. Donc, ça, c'est important à savoir. Bien clair? En fait, c'est moi la prochaine, mais tu peux changer de diapositive. C'est ça. Et donc, le type de stratégie que vous allez adopter, là, de stratégie commerciale, va dépendre de plusieurs facteurs. Donc, va dépendre du type d'actifs de pays que vous avez, la stratégie de vos concurrents aussi sur le marché. Donc, comme je disais, c'est très important d'avoir cette espèce comment dire, de recherche d'informations que vous pouvez faire avec des conseillers stratégiques. Il y a des experts dans le domaine. Nous, on travaille souvent avec des experts comptables qui ont des pratiques vraiment intéressantes et très ciblées qui permettent d'établir, par exemple, des taux de vous informer c'est quoi des taux de royauté raisonnables pour différents types de technologies ultra spécifiques. Puis, je dis technologie, mais tout au long de cette présentation, quand vous entendez technologie, ce n'est pas nécessairement scientifique, c'est aussi artistique. Là. Donc, l'API est tout aussi créative que technique. Et tout ce qui s'applique à une technologie peut, avec un peu de bon sens aussi, s'appliquer à tout ce qui est industrie créative dans laquelle beaucoup d'entre vous se trouvent. Et donc, c'est ça. Donc, ça va dépendre de plusieurs facteurs. Et ensuite, vous allez devoir déterminer quelle est votre approche. Donc, une approche défensive se veut de bâtir un portefeuille de brevets ou de brevets d'enregistrement de marque ou simplement de droits d'auteur qui vous donne une certaine prestance, si on veut, sur le marché et sans nécessairement entamer de poursuites contre les autres, vous mettez un peu des poteaux de clôture là, dans le grand pré qui est votre milieu pour dire ce secteur d'exploitation est à moi. Et donc, personne ne va venir m'attaquer parce que sinon, moi, je peux entamer mes propres procédures en contrefaçon. Donc, ça, c'est quelque chose que je sais parce qu'on en représente beaucoup dans l'industrie qui arrive dans l'industrie aéronautique, par exemple, où les entreprises Rolls-Royce, Pratt & Whitney se construisent on dit souvent c'est comme une guerre froide, là, donc ils se font des portefeuilles nucléaires d'actifs de pays, mais ils ne s'attaquent jamais parce qu'ils disent si jamais toi, tu me poursuis pour une violation d'une petite patente dans l'avion, je te poursuis 10 fois plus fort. Puis là, ça crée une espèce de milieu où tout le monde se braque avec leur portefeuille, mais chacun comprend quel est leur secteur d'exploitation et ils en restent là. Donc, ça peut être très, très efficace dans certains contextes. Ensuite, il y a l'inverse, il y a la stratégie offensive. Donc, c'est vraiment c'est ce que ça dit, là. Donc, c'est de prendre, pas nécessairement juste de poursuivre, mais même au niveau de l'enregistrement, c'est d'aller essayer, ce qu'on dit en anglais, de trouver des white spots, donc trouver des milieux où vous pouvez aller chercher une forme de protection de pays. Et n'oubliez pas, la protection de pays, c'est un monopole. Et donc, une fois que vous avez un monopole sur un certain aspect,
qui est commun, par exemple, à certains de vos concurrents. Et là, vous pouvez commencer, comme je disais, à envoyer des lettres de mise en demeure et d'aller commencer à vous faire connaître de vos concurrents de cette façon-là. Donc, c'est sûr que ça prend un certain leadership sur le marché, ça prend un certain budget aussi pour aller de l'avant, mais ça peut être extrêmement efficace pour aller un peu faire de l'ordre dans vos concurrents, puis vous établir comme un chef de file, tout en respectant évidemment les règles du jeu qui sont que vous pouvez uniquement poursuivre des gens qui enfreignent la portée de vos droits. Et donc, tout ça, ça a une dimension financière. On dit ici retarder la stratégie de pays afin de réduire les coûts ou affermir votre situation financière au moyen de ces actifs. Donc, moi, je vois ça comme il y a toujours une question de budget, évidemment, pour adopter une stratégie ou une autre, mais il y a aussi une question de timing. Donc, c'est sûr que, par exemple, nous, on ne recommande jamais d'envoyer une mise en demeure si vous n'avez pas les reins assez solides d'entamer une poursuite par après. Mais même avant d'entamer des poursuites, il y a une question aussi de voir c'est quoi même les gains qu'on pourrait aller chercher. C'est quoi les ventes potentielles contrefaisantes d'un concurrent desquelles on pourrait aller essayer de tirer une partie. Tout connaître ces aspects-là d'avance permet vraiment c'est comme un jeu d'échecs dans le fond. C'est que c'est possible de voir plusieurs tours à l'avance si vous avez les bonnes personnes de votre côté. C'est un peu ça l'idée que j'essaie d'exprimer, que tout ça, vous pouvez très bien essayer de faire ces calculs-là seul, mais c'est sûr que je vais prêcher pour ma paroisse, là, mais on voit vraiment la valeur que des avocats peuvent apporter, pas seulement pour dire voici comme un général sur un champ de bataille, on attaque comme ça, on fait ci, mais pour vraiment explorer, discuter avec vous les différentes options et où est-ce que si on joue quelques tours d'échecs à l'avance, ça peut vous mener. Et c'est quoi qu'il y a en bout de fil? Pourquoi poursuivre une stratégie? Qu'est-ce que ça peut vous rapporter? Et donc ensuite, une autre forme de stratégie, ça c'est l'octroi de licence. Donc ça, c'est la manière traditionnelle de miner de la valeur du côté commercial. Donc ça, c'est vraiment, comme je disais, plutôt de créer, acquérir ou gérer des actifs en vue d'en tirer des revenus sur des occasions d'application. Donc ici, l'idée, c'est de voir qui aurait besoin de votre pays. Puis ça, c'est très, très commun pour revenir aux industries créatives, même pour ce qui est des personnages dans les jeux vidéo, les game engines, tout ça, c'est toujours octroyé par voie de licence. Donc ça vous permet de garder votre portefeuille de pays et tous les avantages qui viennent avec, même des crédits d'R&D, tout ça, mais en plus de tirer un revenu d'exploitation en permettant quelqu'un de l'exploiter avec des royautés. Et donc, tout ça s'inscrit dans le cadre d'une démarche stratégique d'orienter le marché, là, donc en ce qui concerne vos actifs, donc vraiment d'utiliser votre portefeuille pour modeler ce qui peut être permis par vos concurrents et ce que vous voulez leur permettre par voie de licence, par exemple. Et donc, tout ça, les questions, là, pour finir là-dessus, que vous avez à vous poser pour établir la bonne stratégie, c'est quel type d'actifs incorporels je possède, quel est le marché en général et quels sont mes besoins d'affaires. Et donc, une fois que vous avez réfléchi à ces trois questions-là, la bonne stratégie commence déjà à se rendre plus claire. Donc, comment est-ce qu'on établit une stratégie pour votre entreprise? Il y a 3 étapes qu'on recommande à suivre. La première, comme Nikita vient d'expliquer, c'est d'identifier les actifs de propriété intellectuelle. Pour faire ça, il faut comprendre quel est le marché, quel est le public qu'on vise à chercher et que sont nos besoins financiers, juste nos besoins généraux, structurels qui entourent notre propriété intellectuelle. Ça peut être aussi au niveau des enregistrements, peut-être, comme on parlait tout à l'heure, des enregistrements, ce n'est pas nécessaire dans votre domaine précis. Donc, tout ça va s'établir au niveau de les types d'actifs et le marché qu'on veut travailler dedans. Une fois qu'on a une idée claire de tout ça, on peut passer à la prochaine étape. Et cette étape est vraiment quelque chose qu'on fait à l'interne avec nos conseillers en propriété intellectuelle. C'est tout les étapes d'établir une infrastructure de l'entreprise. Donc, on regarde au budget nécessaire pour
pour commercialiser nos propriétés intellectuelles, on regarde l'effectif, si on a besoin beaucoup d'employés ou non. Votre profil de risque personnel, ça c'est personnel à vous et on peut, notre rôle est plutôt de éclairer quels sont les risques et comment est-ce qu'on peut gérer les risques. Et avec cette stratégie-là, on peut vous aider à déterminer quelle voie est appropriée pour vous. Et tout ça aussi tombe dans la structure d'entreprise. On va toucher sur ça un petit peu plus tard, mais il y a plusieurs types de structures d'entreprise qu'on peut employer dépendant de les actifs de propriété intellectuelle. Un exemple qui vient qu'on peut discuter, c'est une franchise. Une franchise fonctionne très bien si on a une structure où on a beaucoup d'actifs de propriété intellectuelle et on veut licencier pas seulement les actifs, mais aussi notre plan d'affaires à des franchisés. Un autre exemple, c'est, mettons que votre actif principal n'est pas un bien de propriété intellectuelle, mais un bien, mettons, comme la crème glacée, mais votre portefeuille de propriété intellectuelle porte sur les marques, les droits d'auteur, la recette peut-être. On peut faire en sorte que cette portefeuille est tenu dans une entité corporative distincte de votre OpCo, votre entité principale, pour la protéger contre les litiges. Peut-être que c'est un domaine très litigieux et on a une crainte que s'il y a un litige contre la compagnie principale, les autres parties peuvent aller chercher votre propriété intellectuelle. À l'inverse, si on est dans un marché où la propriété intellectuelle risque de contrefaire des autres développeurs. On pense surtout, mettons, pharmaceutiques, les technologies émergentes, où on pense peut-être avoir beaucoup de litiges qui entourent la propriété intellectuelle. Ce sort d'infrastructure peut nous aider parce que ça va isoler la propriété intellectuelle dans une entité corporate distincte de tous les autres actifs, mettons les loyers, les autres biens commerciaux. Et en cas de litige, on s'assure que les autres parties, s'il y a une gagnante ou une décision défavorable, ils ne peuvent pas aller toucher tous les autres actifs de la compagnie qui sera à ce point distinct. Donc, une fois qu'on a une infrastructure de l'entreprise, on peut passer au plan opérationnel. Et ça, c'est toutes les stratégies qu'on a parlé depuis le début de notre présentation. C'est la surveillance de la propriété intellectuelle, la protection au niveau des enregistrements ou intenter des litiges si ceci est nécessaire. Mais ça touche aussi la politique interne de gestion de la propriété intellectuelle. Il faut avoir une structure interne dans notre compagnie pour assurer que nos employés savent que sont nos actifs de propriété intellectuelle et comment agir pour ne pas les diluer ou contrefaire nos propres actifs. Une façon de faire ça, c'est par l'entremise des politiques internes et on va regarder ça dans quelques instants. Un autre sujet que j'aimerais toucher sur, c'est des contrats. Ça c'est vraiment, on parle en dehors de l'entreprise, avec des tierces parties. Donc, mettons les licences, les contrats de confidentialité, si notre actif est axé sur les secrets commerciaux, etc. Donc, regardons maintenant l'infrastructure de l'entreprise. Il y a quelques considérations qu'on doit regarder. Si votre propriété intellectuelle est en développement, on pense peut-être en avoir des politiques de recherche et développement. Qu'est-ce que ça veut dire quand on a ce type de politique à l'interne de notre entreprise? On peut penser à des instances où on a les employés qui sont impliqués directement dans le développement de la propriété intellectuelle. Un exemple qu'on voit souvent, c'est dans le domaine aéronautique où on a beaucoup de gens en génie mécanique qui aident au développement des nouveaux parties pour les avions, etc. Ou dans le domaine technique, c'est très commun. Par contre, quand on a des employés qui sont impliqués dans le développement de la propriété intellectuelle, il faut faire attention au titre. Qui est vraiment une personne qui est la personne qui est le propriétaire de la propriété intellectuelle? Est-ce que c'est l'employé qui vient de le développer? Est-ce que c'est la compagnie? Donc, une façon qu'on peut gérer tout ça, c'est d'avoir des politiques internes de cession qui dit si un employé
participent et créent de la propriété intellectuelle, ceci est automatiquement cédé à l'entreprise et on met ce genre de clause souvent dans les ententes d'emploi. On peut aussi le mettre dans une politique axée aux employés et mettre une clause dans les ententes d'emploi disant que tout ce qui est dans les politiques des employés est assimilé à les ententes d'emploi. Donc, si jamais il y a une cession de la compagnie, nous sommes assurés que la compagnie est véritablement la propriété de la propriété intellectuelle. Si la propriété intellectuelle est plutôt axée sur les secrets commerciaux, il faut avoir une politique de divulgation à l'intérieur de notre compagnie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas juste des clauses de confidentialité, ça c'est assez évident, mais aussi toute l'infrastructure qui vient avec ça, des mots de passe, des politiques de restriction d'accès à certaines informations. Si les employés ne savent pas que quelque chose est un secret commercial ou est censé être confidentiel, ils ne sont pas capables de la protéger, ça c'est assez normal. Donc, il faut penser à mettre ces mesures en place pour nous assurer de bien protéger nos secrets commerciaux. Prochaine chose qu'il faut penser, c'est la contrefaçon et la liberté d'exploitation. Ça, c'est un sujet assez important. C'est intéressant de bien développer la propriété intellectuelle, mais il faut aussi nous assurer qu'un produit ou un service ne porte pas atteinte aux droits d'une autre personne. Et pour faire ça, il faut avoir une bonne surveillance du marché. Une façon qu'on peut nous assurer de bien surveiller le marché, c'est d'établir une politique de surveillance qui vise à la fois de détecter les contrefaçons et à éviter vous-même d'empiéter sur les droits des tiers. Il faut aussi surveiller le marché pour voir si d'autres personnes sont en train d'empiéter sur vos droits et vos employés doivent savoir comment réagir. Mettons que quelqu'un dans la compagnie reçoit une mise en demeure, c'est un exemple un peu exagéré, mais ça arrive des fois. Ils doivent savoir à qui apporter cette mise en demeure pour qu'on ait une réaction assez vite et de ne le pas mettre dans un tiroir quelque part puis oublier. Ça arrive des fois. Surtout dans certaines juridictions, comme si on est en train de poursuivre au Québec à un cours provincial, nous avons 15 jours à réagir. Donc, c'est important que les employés savent, oui, j'ai une mise en demeure, je dois apporter ça à telle personne va communiquer directement avec un avocat, une professionnelle dans la propriété intellectuelle, ça va être réglé ou au moins traité d'une façon efficace. Ça m'amène à mon prochain point. C'est important toujours de promouvoir la sensibilisation de la propriété intellectuelle à l'intérieur de votre entreprise. Donc, les employés doivent connaître leurs responsabilités aux fins d'assurer la protection de la propriété intellectuelle. On ne s'entend pas que vos employés soient des experts de la propriété intellectuelle, mais juste au moins de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, que sont les actifs et comment les maintenir. Un exemple... Bianca, je ne suis pas sûre si tu as changé de diapositive. Pardon? Je ne suis pas sûre si tu as changé de diapositive. Je vois encore elle d'avant. Oui, je suis promouvoir la sensibilité de la propriété à l'interne. Ah, OK. Nour, est-ce que tu le vois aussi? Peut-être juste moi qui est bloqué sur l'autre. Je pense qu'elle est sur le point numéro 4 du même slide. Oui. Oui, c'est ça. OK. Bon, c'est bon. Non, c'est correct. L'écran gèle des fois de mon côté aussi, mais c'est correct. On continue. Donc, un exemple que je peux penser provient des marques de commerce. Si on change nos marques de commerce, on doit s'assurer que les enregistrements sont toujours mis à jour et que les employés savent on est rendu à quel modèle de notre marque pour qu'ils utilisent la bien. Aussi, une autre chose que les gens pensent peut-être pas à faire, c'est d'employer ou utiliser leur marque de commerce telle qu'enregistrée pour éviter de diluer leurs actifs. Donc, juste assurez-vous de sensibiliser vos employés d'une façon de faire, comment ils savent à quoi faire de leurs actifs. Et comme on a dit depuis tout à l'heure, surveiller le marché. Use it or lose it, comme on dit en anglais. Les droits exclusifs de la propriété intellectuelle garantis par l'enregistrement ne sont valables que si vous empêchez d'autres personnes de les enfreindre. Donc, il faut faire attention de bien voir ce que vos compétiteurs font.
Vous voyez plan opérationnel, le prochain diapo, ça va? Oui. Parfait. Donc, j'aimerais passer à travers quelques contrats précis qu'on peut penser quand on est en train d'établir un plan opérationnel. Un contrat assez commun, c'est des contrats de recherche et développement. On le voit souvent dans un contexte avec des universités, des organismes gouvernementaux ou paragouvernementaux. Ça peut exister dans des autres contextes, mais c'est souvent les domaines plus communs, je dirais. Donc, c'est un contrat relatif à la fourniture des services pour la réalisation d'un projet spécifique dont les biens livrables constituent la propriété intellectuelle et dont le protocole fait habituellement appel à une expertise spécifique et dont l'application particulière laisse peu de place à l'originalité scientifique ou technique. Donc, pourquoi est-ce qu'on dit laisse peu de place à l'originalité scientifique ou technique? Parce que, et je prends par exemple des brevets, l'invention ou l'originalité doit venir de vous. Ça, c'est votre propriété intellectuelle. Le but du contrat de recherche, c'est pas d'avoir cette idée-là, c'est plutôt d'avoir tout l'expertise spécifique qui entoure cette idée-là pour l'amener, pour le faire exister. Donc, quelques exemples qu'on a, c'est la découverte de nouveaux procédés, développement de modèles, élaboration et création d'œuvres. Il y en a sûrement plusieurs exemples, mais je pense que c'est assez pour vous donner l'idée de quoi on parle. Donc, si on travaille avec des universités, des entités gouvernementales, souvent, il exige qu'il y ait une entente signée avant qu'ils procèdent au versement de leur contribution. Donc, c'est important de penser à ce qu'on veut faire et à bien déligner les obligations des parties. Donc, quelques considérations. Il faut avoir une définition claire de la propriété intellectuelle. Pas juste ce qu'on veut avoir, l'API future, ce qui découlera des travaux de recherche, mais aussi l'API antérieure. Tout ce qui est créé en dehors du projet et tout ce qu'on amène au projet pour bien avoir cette délignation-là, à qui appartient quoi. Souvent, ces types de contrats sont assortis de droits gratuits d'utilisation sans limitation géographique ou temporelle de la propriété intellectuelle découlant du projet pour les parties signataires. Donc, c'est quelque chose à penser. C'est assez commun de voir ce genre de droits octroyés. Il y a aussi des modalités de protection et ou de commercialisation de l'API qu'il faut penser. Surtout si on octroie des droits gratuits d'utilisation, on ne veut pas faire en sorte que le fait d'octroyer ces droits nous empêche par la suite de commercialiser la propriété intellectuelle. Donc, je vais passer la parole à Nikita pour les co-entreprises. Mm-hmm. Merci, Bianca. Donc ça, c'est un autre contrat très commun, mais qui peut devenir très complexe et qui est toujours très chaudement négocié. C'est le fameux GDA, ou Joint Development Agreement en anglais, donc ce qu'on appelle souvent une co-entreprise ou un partenariat. Donc ça, c'est essentiellement un contrat de partenariat qui peut prendre plusieurs formes, mais qui implique en gros le partage d'un portefeuille de brevets entre deux entreprises et qui se fait afin que deux entreprises puissent avoir accès aux actifs de pays de l'autre, que ce soit la technologie, mais comme je disais avant, ça peut aussi être des actifs artistiques comme des dessins, des personnages, et ensuite les faire évoluer de manière conjointe pour créer de l'API nouvelle ou simplement pour les exploiter. Donc, ces ententes sont toujours très, très utiles dans notre expérience car elles permettent vraiment de faire des pas de géant pour une compagnie parce que c'est vraiment ce qui s'apparente le plus, je dirais, à une fusion, sans même être une fusion, là, parce qu'essentiellement, encore des entreprises qu'ils ont de plus cher, si on veut, c'est leur actif de pays. Signer un contrat de partenariat équivaut vraiment comme à mettre deux entreprises ensemble pour trouver des synergies et créer de l'API nouvelle. Et comme je disais plus tôt, donc, bien que le pouvoir de négociation, évidemment, peut être bien différent dépendamment de la taille des entreprises, c'est toujours très intéressant de travailler sur des ententes comme ça, puis pour vous d'y réfléchir, parce qu'encore une fois, the star of the show, c'est l'API elle-même. Donc, c'est peu importe si on est une multinationale ou c'est une petite start-up du coin, si votre pays a de la valeur,
vous avez un pouvoir, vous avez du leverage, là, vous avez un pouvoir de négociation. C'est pour ça qu'on voit toujours dans les nouvelles, ça se fait souvent sous forme d'acquisition, mais des grands joueurs vont acquérir des petites entreprises justement à cause de leur portefeuille de pays. Mais si ça n'en va pas jusqu'à l'acquisition, le GDA, c'est ce qui s'en rapproche le plus. Donc, il faut toujours garder cet outil en tête. Et donc, comme je disais, les considérations ici là, sur ma diapositive, c'est qu'un peu comme ce que Bianca racontait, là, dès qu'on parle d'union, comme un mariage, on veut penser à ce qui arrive une fois la lune de miel terminée, si jamais il y a des problèmes. Donc, à qui sera attribué, même sans problème, là, à qui sera attribué la nouvelle pays créé suite au partenariat, qui aura quel droit d'usage, qui pourra octroyer des licences, quelles seront les restrictions à la divulgation, est-ce que c'est un partenariat exclusif ou non. Et donc, il faut toujours, de notre point de vue, là, quand on est des avocats qui aident là-dessus, être assez paranoïaque pour penser à tout ce qui peut arriver, pour essayer de tout prévoir ça par contrat, pour qu'ensuite les parties n'aillent plus jamais, on l'espère, ressortir ce contrat-là et jouir un peu de leur partage, là, puis exploiter les actifs de pays, sachant que si jamais il y a des disputes, le contrat entre les parties pourra prévoir une réponse claire et donc on peut orienter notre stratégie en conséquence. Donc, prochaine diapo. Sinon, une autre entente vraiment très commune, là, puis qu'il faut toujours garder en tête, et vraiment, il n'y a rien que moi, si je serais une entreprise, il n'y a rien que je ferais sans tout d'abord prévoir une entente de la sorte, c'est le fameux NDA, donc l'entente de confidentialité, le Non-Disclosure Agreement. Donc, c'est un contrat très simple, là, et il y en a qui font 20 pages, mais ça peut simplement être une page ou deux, mais le but, c'est que ça doit gouverner l'échange de l'information et de tout type d'actifs, d'informations orales ou écrites, sous quelque forme que ce soit, transmises à une autre partie ou échangées dans le cadre de négociations à plusieurs. Donc, ça peut être nécessaire, souvent les gens le font uniquement pour protéger leur technologie, de ne pas donner un accès à certaines choses, mais c'est vraiment, il faut l'avoir comme une étape préalable à toute négociation commerciale afin de conclure un contrat, afin de conclure un partenariat, parce que c'est sûr que on aura, dans un contexte de vente, là, qu'on essaye de conclure quelques transactions que ce soit, on veut mousser la valeur de notre portefeuille de pays. Donc, on a tendance à révéler beaucoup de choses, ce qui est tout à fait naturel, mais il faut avoir une trame de fond avec des dispositions claires qui disent que tout ce qui est appris dans le cadre des négociations, qui peuvent ou peuvent ne pas aboutir, ne peut être utilisé à toute autre fin que celles pour lesquelles ils sont divulgués, qui est dans la plupart des cas, simplement conclure une entente de partenariat, créer une entreprise ou, par exemple, négocier une licence, là, comme je dis ici, mais c'est toujours important d'avoir un modèle qui vous convient. Et sur le point du modèle, c'est vraiment beaucoup de gens, malheureusement, je comprends pourquoi, là, mais je dis malheureusement, c'est parce qu'à des fins de sauvegarde de coûts, là, vont essayer de prendre des modèles sur Internet parce que l'NDA, ils se ressemblent tous un peu, mais il y a quand même des nuances très importantes. Donc ça, c'est vraiment, ça vaut la peine, dans le cadre même de votre participation chez Zoo, c'est quelque chose que nous, on fait beaucoup. Là. On peut aider des entreprises à établir des modèles de NDA qui leur conviennent à eux, à leurs actifs et à leur industrie, parce qu'une fois que vous avez votre modèle à vous, là, oui, vous pouvez l'utiliser dans divers contextes, puis là, ça ne devient pas dangereux parce que vous n'avez pas juste pris quelque chose sur Internet qui ne vous conviendrait pas, mais ça vaut la peine d'y réfléchir d'entrée de jeu parce que ça sous-tend vraiment toutes les autres opérations que vous allez faire par la suite. Prochaine diapo. Je pense que ça, c'est juste pour compléter là-dessus, mais c'est juste que je voulais illustrer qu'il y a beaucoup de considérations à avoir là, quand on négocie un NDA. Donc, il faut bien définir c'est quoi l'information confidentielle, parce que ça peut être très différent d'un cas à l'autre. Il faut circonscrire l'utilisation permise, les restrictions de l'utilisation. Est-ce que c'est un NDA qui est unilatéral ou mutuel? Donc, est-ce qu'on parle d'un échange ou vraiment juste d'une information qui est fournie d'un côté? Il faut circonscrire la durée durant laquelle les informations transmises doivent demeurer confidentielles. Puis, il y a des exigences juridiques là-dessus.
Quelles sont les obligations à la fin? Est-ce que, à la fin des négociations, est-ce que l'info confidentielle doit être détruite ou est-ce qu'elle doit être retournée? Qu'est-ce qui arrive des copies de sauvegarde? Il y a ce genre de considérations-là et de prévoir des dommages à intérêts pour des violations. Donc, des fois, on peut avoir ce qui s'appelle un Liquidated Damages Clause, donc une clause qui établit une perte à une valeur définie pour ne pas aller à chiffrer ça en cours. Là. Donc, comme ça je pourrais en donner beaucoup d'autres, mais c'est juste pour vous dire que tout ça, ce n'est pas quelque chose qui va être standard d'un modèle à l'autre que vous pouvez trouver dans votre banque à vous ou sur Internet. Donc, ça vaut vraiment la peine d'y réfléchir adéquatement. Puis, c'est ça, on dit souvent, tout ce qu'on dit aujourd'hui, les contrats, là, en droit, on dit souvent, c'est comme « the law between the parties ». Donc, quand on pense à la loi, on pense à des lois, là, promues par le Parlement ou le Code civil, mais des contrats, dans bien des cas, peuvent supplanter cette loi-là et créer vraiment un régime juridique. Donc, il faut penser à tout ce qu'un législateur qui émet une loi doit penser. Et c'est pour ça que les contrats sont souvent chaudement négociés et demandent une forme d'expertise qu'on peut vous donner, évidemment, si vous travaillez avec nous. Bianca? Effectivement. Donc, une fois qu'on a toute notre infrastructure en place, parlons-en maintenant de la commercialisation et la monétisation de la propriété intellectuelle. Donc, il y a plusieurs façons de monétiser votre propriété intellectuelle. On pense des accords de licence, des transferts de technologie, le franchisage, qui est une très bonne modèle d'affaires dans le contexte de la propriété intellectuelle. Il y a aussi les créations d'une entité par scission pour un nouveau produit ou service, et Nikita va voir ça un petit peu plus tard. On peut aussi vendre les actifs de la propriété intellectuelle ou concéder nos licences. Où il y a toujours les fusions et acquisitions, qui est une mode très traditionnelle, mais qui fonctionne très bien. Donc, allons-y. Les licences. Donc, c'est quoi une licence? Je pense que vous savez tous un peu de quoi s'agit-il, mais regardons un peu une définition. C'est un accord juridique où le propriétaire d'un actif de propriété intellectuelle permet au licencié d'utiliser l'API sans transférer la propriété de ce dernier en contrepartie des frais convenus. Donc, ce qui est important, c'est que la propriété n'est pas transférée. Vous êtes toujours le propriétaire de votre propriété intellectuelle. Et c'est important parce que, en tant que propriétaire, il faut toujours maintenir vos enregistrements à date. C'est à vous la responsabilité. Donc, quelques considérations pour une licence. Est-ce que ça va être exclusif ou non? Qu'est-ce que ça veut dire l'exclusivité pour ceux et celles qui ne savent pas? C'est une seule licence qui est octroyée. Et même le concédant, la personne qui donne la licence, ne peut plus utiliser la propriété intellectuelle une fois la licence est octroyée. Ça pourrait être très utile dans certains domaines. Une autre chose à considérer, c'est le domaine d'exploitation ou la portée. C'est possible que pour vous, vous voulez donner une licence à votre marque de commerce, à votre brevet, n'importe quoi, pour juste la province de Québec, mettons. Puis vous conservez le droit d'utiliser cette propriété intellectuelle pour le reste du Canada. C'est très faisable et on voit ce genre de licence souvent dans les négociations de règlement. Si jamais il y a une contrefaçon, une façon facile de régler, c'est de dire, voilà, je vous donne tel territoire, puis je vais maintenir le reste et on va travailler ensemble pour plus empiéter sur nos droits. Ça peut aussi fonctionner très bien dans un contexte de co-entreprise. Il y a plusieurs endroits où on peut utiliser des domaines d'exportation divisés, disons. Prochaine chose à penser, c'est des redevances. Est-ce qu'on va faire ça d'une façon forfaitaire, annuelle, fixe, etc. Aussi, il y a des considérations de gestion de risque. Et ça, c'est assez évident quand on voit des clauses de cession ou de non-cession. Si, mettons que dans le futur, on veut vendre notre licence ou on veut vendre notre propriété intellectuelle, est-ce qu'il y a une clause qui nous empêche de le faire? C'est des genres de considérations qu'il faut penser. Si vous
ne peut pas voir à date. J'aime bien les franchises. Je trouve que c'est un très bel modèle, surtout pour la propriété intellectuelle. Mais c'est quoi réellement? C'est un accord au terme duquel, en échange de certains frais, le franchisé est accordé le droit d'utiliser le modèle d'affaires du franchiseur ainsi que la propriété intellectuelle connexe et reçoit de la formation et des services de soutien. Donc, ça ne fonctionne pas pour tous les modèles, mais ça peut être un modèle très intéressant pour ceux et celles qui ont, surtout qui veulent travailler avec des licences. Ça peut fonctionner très bien. Mais il faut faire attention parce qu'ici aussi, il y a quelques considérations. Donc, avant qu'on peut établir une franchise, il faut s'assurer qu'on a tous les droits de propriété intellectuelle, tous les enregistrements nécessaires dans chaque juridiction et faire attention que chaque juridiction peut être très différente. Donc, si on veut vendre notre entreprise et donner des licences, il faut s'assurer d'avoir un clean house, que tout est bien enregistré, on a tous les droits. On ne peut pas donner à quelqu'un un droit que nous, on n'a même pas. Aussi dans ce contexte, quand on a plusieurs franchisés, la surveillance devient très importante. Si chaque franchisé est en train d'utiliser notre propriété intellectuelle d'une façon un petit peu différente, ça peut diluer nos droits. Donc, il faut nous assurer d'avoir des contrats très stricts sur l'emploi de la propriété intellectuelle et nous assurer que tout le monde l'emploie de la même façon. Il faut aussi prévoir des possibilités de faire des améliorations et des modifications. Notre rôle est un peu comme le gestionnaire de la propriété intellectuelle, donc on doit s'assurer qu'on est toujours à jour dans nos enregistrements. S'il faut faire des changements, améliorer la propriété intellectuelle pour suivre le marché, on est responsable vraiment de faire ça. Sinon, on va diluer notre portefeuille et les franchisés vont être moins intéressés de continuer leur relation avec nous. Donc, quelques considérations. On va passer à la prochaine diapo des achats ou ventes et Nikita va prendre la parole sur ça. Oui. Ce qu'il faut retenir là-dessus, c'est vraiment, comme Bianca disait, bon, les licences ont beaucoup de considérations par rapport à la portée de la licence, l'usage. Quand on parle d'achat ou de vente, donc du transfert d'actifs incorporels d'une entité à une autre, le mot-clé là-dedans, puis j'aurais dû le mettre sur ma diapositive, c'est vraiment les représentations et garanties. Parce que on l'oublie là, quand on parle d'actifs intangibles, parce que des fois, normalement, on va faire une analogie à quelque chose qu'on connaît mieux, qui est l'achat de biens tangibles. Mais par exemple, si on achète une chemise, on ne va pas se poser la question, est-ce que cette chemise qui aurait été cousue en Chine a été légalement importée au Canada? Est-ce que H&M, chez qui on achète la chemise, possédait le fil qui a servi à faire la chemise? On s'en fout un peu parce qu'une fois qu'on a la chemise, si ces considérations-là ont été mal prévues en aval là, de la transaction, mais ça n'affecte pas notre propriété de la chemise. Tandis que toutes ces questions-là sont ultra pertinentes quand on vient à acquérir quelque chose qui est un actif intangible. Donc, on veut absolument savoir est-ce que ce qu'on a acquis est légalement détenu par la personne qui nous le vend. Est-ce que toutes les formalités ont été respectées pour maintenir et enregistrer un droit, si on parle d'un droit enregistré? Est-ce que ce droit porte atteinte aux droits des autres? Donc, il y a toute une panoplie de questions à se poser. Bianca va vous en parler après, mais évidemment, on essaye de répondre à ces questions-là avant l'acquisition par le biais du processus de vérification diligente. Donc, on essaye nous-mêmes de voir qu'est-ce qu'on peut trouver. On va consulter les registres, on va regarder ce qui se fait. On pose des questions, évidemment, aux vendeurs, mais ultimement, on n'aura jamais les réponses à toutes ces questions. Donc, dans tout contrat d'acquisition, d'achat, de l'API d'un tiers, on va devoir se rabattre sur des représentations et garanties qui vont devoir nous être données par le vendeur, comme quand on achète une maison, là, il y a une déclaration du vendeur pour prévenir les vices cachés. Donc, c'est un peu la même idée. Et donc, si on est vendeur, évidemment, de l'autre bord du spectre, nous, on va devoir faire ces représentations-là. Donc, c'est important aussi de garder tous ces éléments en tête. On peut vous en montrer là, des modèles de clauses de représentation et garantie pour que d'un bord ou de l'autre, vous sachiez comment les poser, mais aussi comment y répondre si vous êtes vous-même vendeur. Une prochaine. Ouais. Donc, ça, c'est dans un autre registre. Là, ça, c'est une autre forme de commercialisation, de monétisation de l'API. C'est le fameux spin-off.
Donc un spin-off, ça fait référence essentiellement à on dit un transfert, là, mais c'est la création d'une société distincte pour apporter une technologie développée par une société mère sur le marché. Donc, ce genre de stratégie est une alternative pour transformer une technologie en produits et services et pour accorder des licences pour l'exploiter en minimisant les risques à la société mère, donc en donnant uniquement l'exposure à tout ce qui est contrefaçon, développement à la société fille, là, donc le spin-off lui-même. Donc, le spin-off peut se faire par voie de transfert d'actifs. Donc, vraiment, on crée une nouvelle coquille dans laquelle on cède toute ou une partie de notre portefeuille de pays ou par voie de licence. Donc, comme on a discuté, on peut uniquement accorder au spin-off un droit d'exploitation. Donc, l'important dans le spin-off, c'est de bien définir la portée du portefeuille de pays qu'on veut qu'il soit détenu par la société créée. Il faut réfléchir à la titularité de la pays créée par la spin-off elle-même. Donc, qu'est-ce qui arrive à cette pays-là? Est-ce qu'elle est cédée donc on parle d'une rétrocession là, dans ce cas-ci, est-ce qu'elle est rétrocédée à la compagnie mère ou est-ce qu'elle continue d'être exploitée par le spin-off lui-même? Donc, il y a beaucoup de considérations d'affaires qui vont au-delà même de l'API. Là. Et donc, souvent, quand on travaille dans des modèles de la sorte, on va impliquer des experts en droit fiscal, des experts en droit corporatif, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux commerciaux là, purs, en plus des enjeux de pays. Mais c'est sûr qu'il y a aussi, là, dans les considérations que vous voyez ici, ça c'est sûr sur lesquels nous, on s'attarde plus. Là. Donc, nous, on va devoir s'assurer que tous les employés, les tiers, qui font partie du spin-off ont signé une entente écrite, comme Bianca disait, là, qui cède toute l'API à la bonne entité. On va dans les contrats qui créent le spin-off prévoir, par exemple, des exonérations de garanties, d'indemnisation en cas de dommages découlant d'une contrefaçon qui aurait été créée par la spin-off. Donc, vraiment, tous les arrangements intercompagnies pour que chacun puisse bien gérer ses risques et les attribuer à la bonne entité. Non, parce que c'est ça le but premier d'une spin-off. Okay. Parfait, le financement maintenant. Donc, il y a plusieurs façons d'obtenir du financement pour votre entreprise, entre autres les moyens traditionnels, mais on peut aussi obtenir du financement en tirant parti de la propriété intellectuelle. Donc, quelques modèles qu'on peut y penser, quelques modes qu'on peut y penser, c'est des emprunts garantis par les droits de propriété intellectuelle, une titrisation de redevances de propriété intellectuelle, des ventes et rétrocessions de licences, fusion et acquisition, vente d'actifs. Une chose que je dirais, c'est faites attention. Si jamais vous obtenez, mettons, une empreinte de la banque qui est hypothéquée par une hypothèque sur tous les biens meubles de l'entreprise, la propriété intellectuelle est un bien meuble, donc ça va tomber en dessous de cette hypothèque. Assurez-vous d'obtenir une main levée sur la propriété intellectuelle pour pouvoir continuer avec toutes ces autres façons de financement. Dans n'importe quel contexte, mettons le financement ou même les ventes d'actifs que Nikita parlait tout à l'heure, il faut faire une vérification des gens des actifs de propriété intellectuelle. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est pour nous assurer que nous avons une portefeuille de propriété intellectuelle de qualité qui a tous les droits qu'on a besoin pour bien compléter la transaction. Donc, ça, c'est un exercice que chacun d'entre vous peut faire vous-même, mais nous suggérons que vous travaillez avec une expert en propriété intellectuelle parce qu'il peut vous gérer dans la bonne direction, de vous aider en vous posant des questions auxquelles peut-être vous n'avez pas pensé. Donc, juste quelques considérations. Vérifiez que vous détenez toujours la propriété intellectuelle. Ça semble assez évident, mais c'est assez facile de diluer nos droits par l'entremise des licences, de peut-être des ventes d'actifs ou si on a des employés qui travaillent dans la propriété intellectuelle et qui n'ont pas signé des cessions à la compagnie. C'est des choses à vérifier, donc assurez que vous êtes bien le titulaire de vos actifs. Deuxième point, confirmer que la propriété intellectuelle est bien enregistrée ou protégée. Si vous avez des enregistrements, juste assurez-vous qu'ils sont valides, qu'ils sont toujours sur le registre. Si vous n'avez pas des enregistrements, avez-vous d'autres moyens pour les protéger? Si, mettons, les secrets commerciaux ne sont pas d'habituel
sujet aux enregistrements? Avez-vous de l'infrastructure à l'intérieur de votre compagnie de bien protéger vos secrets commerciaux? Juste des petites choses à y penser. Établir les droits ou les obligations des tiers. Ça, c'est très important, surtout quand on a des licences. Est-ce qu'il y a, comme on a dit tout à l'heure, des obligations de ne pas céder votre propriété intellectuelle? Une clause à cet effet dans une licence vous empêcherait de céder ou vous obliger de donner un avis à l'autre partie si jamais vous voulez transférer les droits de propriété intellectuelle à une autre partie. Donc, juste être au courant de vos obligations envers des tiers et vous assurer de bien donner tous les avis qu'il faut donner pour que personne ait des recours contre vous. Une autre chose de faire, c'est de déterminer si votre propriété intellectuelle porte atteinte aux droits d'autrui ou si elle fait l'objet d'une contrefaçon. Donc, une façon facile de faire ça, c'est de voir s'il y a des litiges. On espère que vous savez qu'il y a des litiges contre vous, mais ce n'est pas toujours le cas. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des cas où des employés reçoivent des mises en demeure, mettent ça dans une tiroir puis oublient. Donc, une façon facile de voir et nous assurer qu'il n'y a pas de litige contre vous, c'est de faire une recherche de litige. Et ça, c'est un avocat qui peut vous aider à faire ça. Une autre chose qu'on peut faire, c'est obtenir des opinions, mettons pour les brevets, des agents de brevets qui vont vérifier le registre des brevets actuels et regarder à votre produit pour voir si votre produit porte contrefaçon des brevets ou des droits des autres. Donc, c'est quelque chose à y penser dans ce contexte. Une autre chose qu'on peut voir, c'est de déterminer si les actifs de propriété intellectuelle inutilisés peuvent être cédés. Donc, des fois, on obtient des enregistrements, des brevets, etc. sur des droits que soit on n'utilise plus parce que la compagnie a changé de direction, soit on l'a obtenu uniquement pour les fins de les céder par la suite. Donc, juste avoir une liste à jour dans votre compagnie de tous ces actifs. Comme ça, si jamais vous avez besoin du financement, c'est une place à regarder s'il y a une possibilité de vente ou de cession. Donc, Nikita, pour les meilleures pratiques. Oui, merci Bianca. Je vais juste en premier rapidement répondre à une question qui avait été envoyée sur le chat, donc qui est une question qui vous touche probablement à plusieurs d'entre vous. Quoi faire? On parle beaucoup de licence, on dit que c'est bien beau, c'est magique et ça vous permet de faire passer votre business à une étape supérieure, mais quoi faire quand vous n'avez pas des ressources illimitées? Comment l'obtenir? La réponse à ça, évidemment, il n'y a pas de réponse large là, parce que ça dépend du contexte à chaque fois. Mais ce que je peux dire là-dessus, c'est qu'une grande partie, je dirais peut-être même la majorité des licences qu'on rédige et qu'on est porté à réviser sont souvent des licences qui sont données à titre gratuit comme tel. La licence elle-même, oui, elle peut être donnée en contrepartie d'un lump sum, par exemple, d'un paiement dans certains cas. Mais bien souvent, il y a une autre forme de compensation qui peut être octroyée qui n'est pas nécessairement de l'argent, un paiement comme pour un bien. Donc, oui, parfois la licence peut être assortie d'une royauté, mais la royauté est uniquement applicable si jamais il y a des ventes du récipiendaire de la licence d'un produit qui incorpore la technologie sous licence ou l'actif artistique. Donc, si vous faites de l'argent, le concédant de licence fait une parcelle de ce que vous faites. Donc, la licence elle-même va être mentionnée étant free là, ou for other consideration, mais après ça, les royautés peuvent être une façon de compenser. Sinon, la licence peut être entièrement royalty free et la forme de compensation peut prendre une autre forme, peut prendre une autre expression. Ça peut être par exemple une compensation par voie d'innovation. Donc, si jamais on vous octroie une licence et le prix à payer, c'est que toute innovation, amélioration, enhancement là, que vous faites sur cette technologie est cédée au concédant de la licence, bien ça, c'est une forme de compensation également qui n'implique pas nécessairement une sortie d'argent. Donc, il y a des manières assez créatives de compenser le concédant d'une licence qui peut se faire par votre expertise, par votre talent et pas nécessairement par votre portefeuille uniquement. Donc, je voulais juste conclure, là, c'est vraiment, on arrive à la fin. J'ai essayé de colliger quelques meilleures pratiques là, que j'ai constatées à travers notre travail là, pour différents clients. C'est vraiment, le premier point, c'est qu'il faut absolument au sein même de votre entreprise
d'établir et de maintenir des procédures sophistiquées afin de capturer la valeur de l'API. Donc, bien souvent, il y a énormément de valeur qui est laissée sur la table parce qu'on ne sait pas ou on ne pense pas qu'elle a une certaine valeur. Donc, on ne va pas chercher à enregistrer certaines choses, on ne va pas chercher à monétiser certains actifs, on ne va pas chercher à les inclure dans notre plan d'affaires simplement parce que on peut ne pas être au courant que tout ce qui provient, vous vous rappelez de la définition du début, là, tout ce qui provient de la créativité de l'humain peut avoir une certaine valeur. Ensuite, pour exploiter cette valeur-là, c'est important de mettre sur place des processus et de la technologie qui peut vous aider à gérer l'information confidentielle, car bien souvent, l'information confidentielle forme la base de tout pays. Donc, vous assurez qu'elle demeure confidentielle. Si vous avez des secrets de commerce, il y a des manières de les protéger également. Donc, ensuite, une fois que vous avez ces processus-là à l'interne, il faut, comme on l'a dit quelquefois, définir l'univers, si on veut, de l'API dans votre environnement à vous. Est-ce que c'est un environnement qui est très lourdement breveté, par exemple? Est-ce que c'est un secteur où il y a beaucoup d'innovation par voie de brevet? Ou est-ce qu'on parle plus de droits d'auteur? Si vous êtes dans le logiciel, est-ce qu'il y a des protections sur les codes sources? Est-ce qu'il y a des éléments open source? Donc, vraiment comprendre le milieu dans lequel vous êtes et, comme je dis, identifier les points morts. Donc là, une fois qu'on voit qu'est-ce qui est breveté, qu'est-ce qui est monopolisé, protégé, où est-ce qu'on peut aller se positionner comme un leader avec notre propre portefeuille de pays. Pour bien le faire, il faut évidemment faire des analyses de liberté de fabrication. Donc, si vous lancez un nouveau produit, vous pouvez faire affaire avec des agents de brevet ou des agents de marque ou des gens qui ont une expertise technique qui vont vous aider à voir où est-ce que votre produit se positionne et est-ce qu'il peut contrefaire à des droits de tiers. Donc, pour vous éviter des gros problèmes par la suite. D'un côté plus proactif, là, il faut mettre en place des stratégies, comme on l'a dit, de dépôt, d'enregistrement. Si vous avez des visées internationales, il faut que toutes ces stratégies-là soient établies en fonction de chaque juridiction. Il y a un ordre logique où les choses sont faites. Donc, ça aussi, il faut garder ça en tête. Et tout simplement, à l'interne, il faut construire les fondements d'une culture de pays. Donc, mettre sur place des incitatives pour le développement par vos employés, parce que c'est bien souvent eux qui vont la créer, cette pays-là. Et donc, parfois, ça peut se faire par des récompenses pour l'innovation, par des sessions de création, de partage. Donc, il y a vraiment une manière d'aller stimuler cette créativité-là pour générer de la valeur par la suite. Si on ne la crée pas ou simplement pour complémenter notre propre portefeuille, là, comme on a dit, il y a plusieurs outils pour aller faire des acquisitions stratégiques de pays, acquisition par l'achat, bien entendu, mais aussi par la licence, par la collaboration, les partenariats. Et donc, c'est peut-être mon dernier point, là, donc c'est ça, c'est les ententes collaboratives qui ne sont pas nécessairement des acquisitions comme telles, qui permettent de pooler, là, de mettre ensemble ses actifs, son savoir-faire et de créer quelque chose conjointement et de l'exploiter commercialement par la suite. Donc, avec toutes ces pratiques-là, vous pouvez, comme on disait dans notre titre, réfléchir votre pays, former une stratégie, on peut vous aider avec ça et ensuite, vous allez être bien équipé pour, surtout à l'étape où vous êtes, la plupart d'entre vous, commencer à entrer sur le marché. Je pense que je peux juste vous montrer avant, si on passe aux questions, mais on a une autre slide en bas, là, Bianca, la prochaine. On a un blog qui est assez actif ces temps-ci parce que malgré, en fait, on a plus le temps maintenant d'écrire parce qu'on est tous à la maison, mais on a un blog qui s'appelle Les Actifs Créatifs, qui est un des seuls blogs de pays en français presque dans le monde, et qui est maintenu par plusieurs d'entre nous. Est-ce qu'on met beaucoup de mises à jour sur des développements récents en législation, de la jurisprudence qui pourraient vous être utiles, mais on a vraiment à cœur les usagers, là, donc des hommes, des femmes d'affaires comme vous, et c'est quoi les développements qui vous intéressent. Donc, pas des développements légaux super précis, là, mais vraiment des trucs qui peuvent affecter votre quotidien. Donc, je vous invite à le consulter et bien entendu à entrer en contact avec vous. Super. Merci Nikita, merci Bianca. On a reçu une question de Facebook que je vais vous poser directement parce que la personne n'aura pas le droit de prendre la parole. Que pensez-vous des licences ouvertes? C'est souvent une question qui sort quand on parle de pays parce que c'est un sujet qui est assez
assez large puis compliqué à aborder. Donc, je ne sais pas si vous pouvez répondre rapidement ou on aborde cette discussion-là dans une autre présentation. C'est à vous de voir. On peut répondre brièvement. J'en ai vu plusieurs, surtout dans le contexte de la technologie open source ou dans le contexte de droit d'auteur, Creative Commons License. À la fin de la journée, ça dépend c'est quoi votre stratégie à l'interne. Ça peut être très utile si vous avez mettons, un droit d'auteur qui vous voulez mettre à la disponibilité du public avec juste certaines restrictions. Je pense à une Creative Commons License qui donne juste certaines restrictions, mettons comme vous avez le droit de l'utiliser, mais vous ne pouvez pas changer le contenu de l'œuvre. C'est une façon intéressante d'attirer le public à votre produit et à votre entreprise parce que ça donne quelque chose un peu gratuit pour qu'ils peuvent voir, utiliser et s'intéresser à votre produit. Donc, oui, ça peut fonctionner très bien dans certains contextes, mais il faut avoir une très bonne stratégie parce que il y a des choses à penser comme, mettons, si vous voulez avoir une Creative Commons License, une licence ouverte au niveau de votre technologie, quand ça vient le moment de vendre vos actifs de propriété intellectuelle, à ce moment-là, on peut avoir certains problèmes ou, je dirais, certaines considérations de plus à faire attention autour de ces licences. Nikita, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Ouais, non, c'est une très bonne réponse. Je dirais effectivement, il faut le voir comme quelque chose qui a un but de marketing, là, qui a un but de promotion, si on veut, mais c'est sûr que quand on parle de pays, généralement, on essaye de faire l'inverse, de garder un contrôle étroit sur la manière dont on permet à d'autres de l'utiliser. Par exemple, pour une marque de commerce, il y a une obligation légale de, si vous donnez l'usage à un tiers, de vous assurer de contrôler la qualité de l'usage de cette marque-là. Donc, les gens vont, en plus de la licence, donner des obligations de branding et tout ça. Donc, c'est vraiment, il faut, encore une fois, comme tout ce qu'on a dit aujourd'hui, considérer cet outil-là dans l'éventail de toutes les autres choses. Exact. C'est surtout, ça a été mentionné la semaine dernière dans la présentation sur le marketing, mais je pense que it's relevant in this context as well, in the sense that if it's free, then you're the product. And there's something in return that you're paying for, but without knowing. Right. I would add to that. I think marketing is a very specific area, and because trademarks exist based on use and they're very closely tied with use, you have to be very, very careful not to dilute your mark or change your mark and use it as registered or as you normally do, because that really does hurt your rights. So yes, an open source license is fantastic. It's great, but it doesn't work for all IP. So be very careful what kind of IP you're trying to apply it to. Yep, absolutely. Je ne pense pas qu'on a beaucoup d'autres questions, puis on a bien dépassé le temps. Je m'excuse encore pour tous ceux qui ont eu des problèmes techniques ce matin à se joindre au webinaire. Mais j'espère que tout le monde a pu se joindre quand même. On a eu 14 attendees puis 10 sur Facebook, donc je pense que ça s'est bien passé finalement. Puis on enverra aussi le recording à tous ceux qui sont enregistrés pour s'assurer que vous ne manquez pas l'information qui a été présentée ce matin. Je vous invite, ceux qui sont toujours là, de participer aux autres webinaires qu'on va présenter la semaine prochaine. Donc, on a 2 sessions d'information sur les programmes qu'on vient de lancer pour la sortie de crise. Donc, allez-y sur notre site web zoomtl.com pour voir ces appels à projets-là. Ils sont faits en collaboration avec d'autres membres de l'écosystème créatif. Donc, une opportunité assez intéressante pour des startups créatives, surtout qui veulent sortir de la crise. Et on a des webinaires assez variés, notamment un ce midi, si vous êtes intéressé, sur le pivot de marché. Je ne vais pas trop m'attarder et je vais vous souhaiter tous une super bonne journée. Et on se voit, j'espère, la semaine prochaine. Merci Nikita et Bianca. Merci. Au revoir. Merci à vous tous. Bonne journée, au revoir.